Bonjour, donc je m'appelle Alain Devine, je suis très content d'être là aujourd'hui. L'Homo sapiens apparaît sur Terre il y a plus de 300 000 ans. Mais c'est dans les 200 dernières années que tout bascule. Le taux de dioxyde de carbone atmosphérique évolue de 280 ppm, donc parties par million, à plus de 400 aujourd'hui. Et le phénomène s'accélère depuis les 50 dernières années. Alors une telle amplitude, elle a déjà eu lieu dans le passé, mais à l'échelle de plusieurs millions d'années. Lorsqu'on étudie les dernières évolutions industrielles, il y en a eu 3 principalement, elles reposent toutes sur un modèle de développement identique, un modèle de développement non durable, basé sur l'exploitation de la nature. Le phénomène de dérèglement climatique est aujourd'hui bien connu et bien compris par la communauté scientifique. C'est à la fois le résultat d'une augmentation forte des émissions carbone liées à l'activité anthropique, à l'activité des êtres humains sur l'environnement, et la dégradation des puits carbone, les sols, les océans, les forêts, qui ne sont plus en capacité d'absorber autant les émissions carbone que dans le passé. La combinaison de ces deux phénomènes entraîne naturellement le déséquilibre et la dégradation de notre environnement. Nous représentons aujourd'hui plus de 7,6 milliards d'individus sur Terre. L'ironie, c'est que nous représentons 0,01% de la masse vivante sur Terre. Cela représente 3 fois moins que l'ensemble des virus qui existent aujourd'hui, 17 fois moins que la population d'insectes et 200 fois moins que la population de champignons. Comment en est-on arrivé là? Je vous propose une expérience toute simple, une expérience de visualisation. Tout d'abord, fermons les yeux, tout doucement. Je vais prononcer un mot, nature. Une image va venir à l'esprit. Maintenant que cette image est en place, vous pouvez réouvrir les yeux. Dans la plupart des cas, l'image qui vient est une image liée à un paysage du monde végétal. Une prairie, des arbres, une forêt. Plus rarement un cours d'eau, un océan ou une rivière. Encore plus rarement une montagne ou un désert. Un animal, vous faites partie de l'exception si vous avez vu un animal dans ce paysage. Et si vous avez vu un autre être humain, alors bravo, parce que c'est extrêmement rare. Donc on est obligé de repenser notre place dans le monde et d'intégrer notre vie à celle de tout le monde animal et d'essayer de coexister de la meilleure façon possible. Dans ce film, La Terre vue du cœur, Hubert Reeves, l'astrophysicien qui a su rendre accessible l'astrophysique au plus grand nombre, retrace l'origine de la séparation de l'espèce humaine avec les autres espèces à l'époque de René Descartes, XVIIe siècle. Ce philosophe affirme que l'espèce humaine est supérieure à toutes les autres espèces que compose la nature, et donc qu'il a tous les droits. Donc cette séparation qui existe dans l'esprit humain, profondément dans le subconscient humain, existe depuis plus de 300 ou 400 ans. Donc la solution est simple. Il faut dissoudre cette séparation qui existe. La solution, c'est de restaurer cette connexion naturelle avec la nature. Les Japonais pratiquent le Shirin-yoku, ou le bain dans une forêt,
justement pour reprendre conscience de cette appartenance à la nature. Mais s'éloigner de l'espèce humaine, c'est également s'éloigner d'une partie de la nature. Donc on peut tout à fait rester en ville, avoir une vie active, tout en restaurant cette connexion. Le yoga signifie union en sanskrit. Son objectif est de réaliser l'union avec la nature, donc de restaurer cet équilibre et cette union avec la nature, ce lien avec la nature. Dans son essence, le yoga est un moyen concret, une feuille de route tangible pour réaliser cet objectif. C'est un peu comme le parcours du saumon, un retour aux sources. Si l'être humain était capable de se séparer de la source, de se séparer de la nature, il est tout à fait capable également de faire le chemin inverse, tout comme le saumon. Alors la question suivante, évidemment, est de comprendre en quoi le yoga est une solution concrète. C'est ce que nous allons explorer ensemble. La première fois que le concept de développement durable est utilisé, c'est en 1987, lors de la publication du rapport de Brundtland qui était adressé à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. C'était déjà une belle avancée, une évolution par rapport au modèle de développement de ces 200 dernières années, mais c'était une approche encore limitée. Pourquoi? Parce que l'approche est focalisée sur la réduction de l'impact des activités anthropiques sur l'environnement. On est donc sur une approche plutôt défensive et avec cette idée sous-jacente toujours que l'espèce humaine est séparée de la nature. Le modèle de développement régénératif, lui, apparaît plus récemment. Il émerge vraiment dans les 5 à 10 dernières années. C'est un modèle qui repose sur la coexistence de l'espèce humaine avec les autres espèces qui composent la nature. Il prend différentes couleurs, différentes appellations. On l'appelle parfois économie régénérative, capitalisme régénératif ou économie bleue. Mais l'idée sous-jacente est toujours la même. C'est que l'espèce humaine fait partie de la nature et coexiste avec les autres espèces qui composent la nature. L'être humain a un rôle qu'il peut jouer de co-création avec la nature. Un des meilleurs exemples de développement régénératif ou de valeur ajoutée de l'espèce humaine sur la nature, c'est celui de John Muir, un écologue américain, qui fait l'observation que certains jardins maintenus et développés par une population indigène amérindienne, dont la richesse écologique et la résilience étaient bien supérieures aux forêts qui s'étaient développées sans la contribution de l'être humain. Aujourd'hui, on commence à voir des modèles de développement de l'agriculture régénératrice, qui prend justement en considération cette approche. Cette agriculture se focalise sur la régénération des sols. Au-delà du fait qu'elle permet de mieux nourrir l'être humain, elle permet également de régénérer les sols, ce puits carbone qui permet justement d'augmenter la capacité à stocker le carbone. Tout comme l'agriculture régénératrice, qui contribue à un nouveau modèle de développement, le yoga est également un ensemble de pratiques qui permet de régénérer l'être humain. Le yoga affirme qu'il faut commencer par se régénérer soi-même avant de pouvoir régénérer notre environnement. Le yoga influe à la fois sur le corps physique, sur l'ego, la conscience, l'intellect, le mental. Dans la littérature yogique, ces corps s'appellent les corps subtils. Donc les pratiques du yoga permettent véritablement une régénération de l'ensemble de ces corps. Les pratiques Yogic Heartfulness intègrent l'ensemble des techniques yogiques majeures qui agissent sur l'intégralité de nos corps. Ce sont des techniques qui visent à se régénérer
à apprendre à gérer son propre climat intérieur afin d'éviter le dérèglement climatique intérieur, et également d'apprendre à pouvoir faire des choix en pleine conscience sur la trajectoire de notre climat intérieur à long terme. Alors concrètement, comment est-ce que la régénération s'opère grâce au yoga? C'est toujours une question d'énergie. Le film de Yann Arthus Bertrand, Legacy, l'illustre à merveille. L'énergie est partout. Il existe entre toutes les espèces, il circule d'un écosystème à un autre. Les plantes ont trouvé un formidable outil de croissance, de développement, grâce à l'énergie solaire. Avec la photosynthèse, elles convertissent l'énergie du solaire en matière végétale. Les animaux, eux, ont trouvé une parade. Au lieu d'utiliser l'énergie solaire directement, ils utilisent l'énergie solaire stockée dans les plantes et les animaux. Ils consomment à la fois les plantes et les mangeurs de plantes. Pour l'être humain, c'est à la fois la même démarche que pour l'animal. Il va chercher l'énergie à l'extérieur sous forme d'énergie solaire stockée dans le monde végétal et dans le monde animal. Mais il a aussi cette capacité à se régénérer avec l'énergie à l'intérieur de lui. En se reliant à cette énergie, en se connectant à cette énergie, il a cette capacité de trouver en lui cette énergie renouvelable, intarissable, inépuisable, sans cesse renouvelée. L'énergie n'a rien d'abstrait. Elle existe partout, à tout moment, et elle est accessible à chaque instant. Avant de rentrer dans les sessions expérimentales Heartfulness, je vous propose de faire l'expérience de votre énergie du cœur. Cette énergie est accessible ici, maintenant, en moi, en vous. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser de l'énergie pour aller la chercher à l'extérieur. Il n'y a pas besoin d'aller prendre de l'énergie à quelqu'un d'autre pour se ressourcer. Elle est accessible ici, maintenant, en chacun de nous. Le sens de la vue représente ce passage du monde extérieur au monde intérieur et vice-versa. Lorsque l'on ferme les yeux, on quitte le monde extérieur pour entrer en contact avec le monde intérieur. De la même manière, lorsqu'on se réveille le matin, après une longue nuit de sommeil, on quitte ce monde intérieur pour accéder au monde extérieur. Nous allons donc fermer les yeux pour quitter le climat extérieur et prendre contact avec notre climat intérieur, cet espace du cœur. Donc tout d'abord, fermons les yeux tout doucement. Reliez-vous à votre cœur en portant attention tout naturellement à cet espace du cœur. Cet espace où l'on ressent les choses. Maintenant que vous habitez cet espace du cœur, connectez-vous à un être qui vous est cher. Un époux, une épouse, une mère, un père ou un enfant. Laissez le cœur se connecter au cœur de cette personne. Vous pouvez également vous remémorer un moment de bonheur intense. Ce sentiment grandit en vous.
Il grandit encore. Il vous englobe totalement. Vous êtes totalement inondé par ce bonheur intense. Il se répand dans toutes les parties de votre corps, dans toutes vos cellules. Chaque partie de vous vibre de ce bonheur intense. Vous pouvez réouvrir tout doucement les yeux, tout en demeurant dans cette énergie du cœur. Les sessions qui vont suivre vont nous permettre d'aller bien plus loin et d'explorer bien plus en profondeur cette énergie du cœur. Pour bien comprendre ce que c'est que la méditation, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre ce que c'est que l'état méditatif. L'état méditatif, c'est le résultat de la pratique de la méditation. Et en fait, cet état méditatif, on ne se rend pas compte, mais au quotidien, on en fait l'expérience. Alors évidemment, pas de manière constante, mais de manière fréquente. Quand on est passionné par un instrument de musique, et qu'on joue par exemple du piano, on vit des moments où le mental est parfaitement focalisé et sans effort. C'est ça l'état méditatif. Quand on est complètement focalisé sur son business, quand on est entrepreneur et qu'on est passionné par son entreprise, toutes nos pensées sont focalisées sur notre passion qui est l'entrepreneuriat. Et dans ce sens, le mental est parfaitement focalisé de la même manière sans effort. C'est quoi l'ingrédient qui fait que le mental est focalisé? C'est le niveau de passion que l'on a dans ce qu'on fait. Donc la musique, le sport bien sûr, l'entrepreneuriat. En fait, tout sujet qui vient nous animer profondément de l'intérieur ne nous coûte aucun effort. Et plus on est focalisé sur ce qui nous passionne, plus on vient créer cet état en fait méditatif. Donc la méditation, en réalité, je dirais, c'est simplement un outil qui va permettre de réguler à la demande l'activité de notre mental et donc de pouvoir le faire sans effort. Alors la différence entre un état méditatif dont l'objet de la méditation, on va dire, est extérieur à nous-mêmes, et un objet qui est intérieur à nous-mêmes, c'est justement cet objet de la méditation qui fait simplement qu'à partir du moment où on vient fermer les yeux tout doucement, on vient prendre contact avec notre espace intérieur. Et donc la méditation, c'est une pratique qui nous amène à rentrer en contact avec le champ de notre espace intérieur. Et en ce sens, si on est passionné par découvrir et explorer l'espace intérieur, la méditation devient toute simple. Et donc l'état méditatif qui en ressort devient tout à fait naturel. Donc ça, c'est le premier point
c'est bien comprendre ce que c'est que l'état méditatif et donc la pratique de la méditation permet de développer cet état méditatif de manière permanente. Première chose. Le deuxième élément qui me semble important, c'est donc le flux des pensées. Donc c'est ça qui est le challenge, on va dire, pour amener à réguler, à normaliser l'activité des pensées à la demande. C'est ça le vrai challenge et c'est ça le vrai obstacle. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte du flux de nos pensées. Il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui sont passionnantes. La première, c'est une étude de l'Université de Californie du Sud qui montre qu'en fait, on a globalement entre 50 000 et 70 000 pensées par jour. Donc c'est relativement important, c'est un flux de pensées continu. Une autre étude scientifique qui est très intéressante, c'est celle de la National Science Foundation, qui est une fondation américaine indépendante, et qui a démontré deux éléments ou deux statistiques intéressantes sur le flux des pensées. La première, c'est que 80% de nos pensées sont négatives, donc c'est quand même impressionnant. 80% du temps, nos pensées sont négatives. Alors négatives, ça veut dire, on va dire simplement des pensées qui nous amènent à amener notre état intérieur vers un état plutôt négatif. Donc ça veut dire le doute, la peur, on va dire la culpabilité, la peur du futur, le regret du passé, tout ce flux de pensées négatives qui amène une météo intérieure qui tourne vers plutôt une forme négative. Le deuxième élément statistique donc de cette étude montre que 95% des pensées sont redondantes, répétitives. Donc 95%, donc si on combine l'ensemble de ces trois statistiques, ça veut dire que globalement, une pensée toutes les secondes ou toutes les 2 secondes est négative et répétitive. C'est relativement impressionnant, ça veut dire que globalement on est dans une météo intérieure qui est plutôt, on va dire, nuageuse, par moments même, on va dire, pluvieuse, voire enneigée. Donc effectivement, ce flux de pensée, bien heureusement, en revanche, on n'en a pas conscience, parce qu'effectivement, le nombre de pensées dont on a conscience reste relativement limité. Donc ce flux de pensée, en revanche, a un rôle essentiel, fondamental dans notre destinée. Alors de quelle manière? Comment est-ce qu'on peut connecter pensée et destinée? C'est relativement simple. Lorsque l'on pense à quelque chose de manière intense, bien évidemment, on va réaliser, on va agir. Et de la même manière, lorsque l'on répète des actions encore et encore, donc le mode répétitif des actions nous amène à façonner un comportement, un caractère. Et évidemment, à partir du moment où on vient façonner un caractère, on vient façonner, on va dire, une trajectoire de vie, une destinée. Donc, c'est ça le lien entre pensée et destinée. Et donc, pour pouvoir agir sur notre destinée, il faut pouvoir agir sur notre comportement. Et pour pouvoir agir sur notre comportement, il faut pouvoir agir sur nos actions. Et donc, pour pouvoir agir sur nos actions, c'est agir sur nos pensées. Donc, c'est très simple. Le but de la méditation, on en revient, créer l'état méditatif. Créer l'état méditatif passe par réguler l'activité de nos pensées, choisir nos pensées, choisir en pleine conscience nos pensées. Donc simple, mais effectivement, ça demande une posture et on va dire, ça exige de revoir notre relation avec nos pensées et de prendre conscience que l'on a la capacité à agir sur le flux des pensées, à agir sur notre météo intérieure et ainsi agir sur notre comportement. Alors ce flux des pensées, bien évidemment, lorsqu'on est seul, il vient nous affecter individuellement, personnellement, dans nos trajectoires de vie, dans nos comportements. Mais lorsqu'on est plusieurs, donc par exemple on est dans une pièce à travailler avec un certain nombre de collaborateurs, avec une équipe, et qu'on est tous sur ce mode répétitif avec des pensées négatives en arrière-plan, évidemment, c'est pas simplement une pluie qui tombe ou un déluge, c'est carrément un champignon atomique. Donc effectivement, l'amplitude de ce flux de pensée négatif, à un certain moment, vient impacter les relations avec les uns et les autres, nos interactions avec les uns avec les autres, notre mode de communication avec l'autre, et donc vient aussi, bien évidemment, on va dire, impacter le climat de nos relations.
Donc on voit bien la relation entre climat des pensées, météo intérieure, et climat des relations avec les uns et les autres, avec notre environnement. Le flux des pensées, bien évidemment, lorsqu'il est répétitif et négatif, il vient impacter grandement nos décisions, nos capacités à prendre des décisions de manière, on va dire, objective, de manière claire, de manière libre. Pouvoir prendre une décision de manière totalement libre, ça veut dire être totalement libre de l'influence des pensées sur notre champ de décision, sur notre niveau, on va dire, de liberté que l'on a réellement à prendre nos décisions. La plupart du temps, on croit que l'on décide de manière libre, mais si nos pensées sont tellement, on va dire, façonnées et on va dire influencées par ce mode négatif répétitif en arrière-plan, on imagine bien que nos décisions sont grandement impactées par ce flux de pensée. Donc l'importance de réguler l'activité des pensées est fondamentale et on en vient désormais effectivement à la pratique de la méditation. La méditation Heartfulness, donc la méditation du cœur par terminologie, en fait son objet, il est tout simple, c'est le cœur. Donc du coup on fait une pierre deux coups, à la fois on vient entraîner son mental, on vient façonner l'activité de ses pensées, on vient réguler l'activité du flux des pensées en l'orientant vers le cœur. Parce que pour que le mental puisse être à l'équilibre, pour qu'il puisse être régulé, il a besoin d'une direction. Dans la tradition yogique, on parle de 3 états du mental. L'état rajasique, qui est un état plutôt hyperactif, donc souvent de création. Le deuxième état, qui est un état plutôt léthargique, tamasique, qui est vraiment un peu cet état, quand on sort, on est un petit peu endormi, un peu dans l'état du sommeil, c'est cet état du mental un petit peu lourd, c'est cet état qu'on appelle tamasique. Et puis on a l'état du mental sattvique, qui est cet état qui est justement à l'équilibre. Et encore une fois, pour qu'il puisse être équilibré, il a besoin d'une direction, il a besoin d'une orientation. Et donc là, la méditation Heartfulness, donc on vient semer une pensée dans le cœur, donc on vient diriger l'attention du mental vers le cœur. Alors, une pierre deux coups, pourquoi ? Parce qu'évidemment, lorsque l'on pense de manière répétitive, de manière constante à une chose, elle grandit, elle se développe. Quand on pense à son projet d'entrepreneuriat, il se développe, il grandit et on le réalise. De la même manière, plus on pense, on va dire, à un morceau de musique que l'on souhaite composer, plus on vient réaliser et améliorer son projet de composition musicale. Donc de la même manière, lorsque l'on vient semer les meilleures pensées possibles à l'intérieur du cœur, on vient développer cet espace du cœur, ce champ du cœur. Alors ces dernières décennies, on a fait beaucoup de progrès, très clairement, concernant le corps physique. On a développé, on va dire, une conscience de l'importance de la santé en relation avec le corps physique, donc la nutrition, l'exercice physique, bien évidemment. Et donc, au fur et à mesure, on a grandement amélioré la santé en relation avec le corps physique. Le deuxième axe qui a été vraiment, qui est un grand progrès, c'est l'intellect. Bien évidemment, on a augmenté le taux d'alphabétisation partout dans le monde. Un grand effort a été mis dans le domaine de l'éducation en relation avec l'entraînement de l'intellect, de manière à pouvoir développer notre intelligence, trouver des solutions aux différentes problématiques que l'humanité rencontre. Donc de grands progrès dans ces deux domaines. En revanche, si on regarde l'empreinte des pensées aujourd'hui, à la fois sur nous-mêmes et sur l'environnement, je dirais qu'il reste encore une bonne marge de progression sur notre capacité à réguler nos pensées. Et c'est là, effectivement, où le yoga a une grande valeur ajoutée et on va dire un outil fantastique, donc notamment dhyana, la méditation. Quand on s'inscrit, la méditation se dit dhyana, qui est donc une des pratiques du yoga, qui est donc la pratique par excellence pour entraîner le mental. Alors la méditation Heartfulness permet de réaliser, on va dire, c'est à la fois l'entraînement du mental et en même temps de développer cet espace du cœur.
Donc le deuxième élément qui fait défaut, grandement en tout cas, peut-être plus particulièrement en Occident, c'est cette notion du cœur. Et le cœur, en fait, c'est ce qui définit vraiment l'être humain dans toutes ses qualités intrinsèques, toute la dimension, la capacité à donner, la capacité à recevoir, la capacité à la compassion, la capacité à l'empathie, la capacité à aimer tout simplement. Quand on a quelqu'un qui nous est très cher, on met toujours sa main comme ça sur le cœur, c'est quelqu'un qui nous est vraiment très cher, c'est qu'on a établi une relation de cœur à cœur avec la personne. Donc le cœur, en réalité, dans les éléments du langage, on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, il est omniprésent. Simplement, en fait, développer son cœur, concrètement, oui, d'accord, même si on est d'accord sur le fait que c'est une bonne chose de développer son cœur, comment faire pour développer, on va dire, un système éducatif qui permet de développer le cœur? Tout simplement, la solution, c'est la méditation. Méditer sur le cœur. Et donc, en entraînant le mental, en le dirigeant, en l'orientant vers le cœur, on permet à ce cœur de se développer. La spécificité de la méditation Heartfulness, c'est la transmission yogique. En sanskrit, pranauti. Cette transmission, elle se fait dans le silence, de cœur à cœur, et c'est une forme d'énergie qui se transmet vraiment de manière très subtile, donc encore une fois de cœur à cœur, et permet de favoriser l'absorption à l'intérieur du cœur. Que l'on en ait conscience ou non, on est donc prisonnier de nos pensées. C'est le champ gravitationnel des pensées, et on tourne en rond à l'intérieur de nous-mêmes sur ces pensées qui donc sont redondantes et négatives. La transmission yogique, en fait, c'est fantastique parce qu'elle agit comme la vitesse d'échappement en physique, en anglais escape velocity. Cette vitesse, en fait, elle permet de s'affranchir de l'attraction gravitationnelle, et pour qu'une fusée puisse, on va dire, sortir du champ de l'atmosphère, elle doit atteindre cette vitesse d'échappement. La transmission yogique, elle agit de la même manière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ferme les yeux, donc on vient rentrer en contact avec le monde intérieur. J'aime beaucoup justement cette idée que les yeux sont, on va dire, ce contact, cette porte qui va du monde intérieur vers le monde extérieur, et de la même manière qui nous amène du monde extérieur au monde intérieur. Donc en fermant les yeux, on vient entrer en contact avec le monde intérieur, et en se connectant au cœur et en venant semer la meilleure pensée possible, on vient simplement donc orienter notre mental vers le champ du cœur, et là, la transmission yogique vient accompagner ce plongeon vers l'intérieur, et ce qui va permettre justement de sortir de ce champ gravitationnel des pensées, et donc de vivre ce que l'on appelle l'absorption à l'intérieur, le plongeon en soi, et donc de devenir libre de nos pensées. Et ben là, c'est effectivement un moment que l'on appelle souvent en sanskrit le samadhi, qui est ce moment justement quand on sort juste de l'atmosphère et que d'un coup, on se rend compte que, oh, en fait, je ne suis pas juste le monde des pensées, il y a un monde bien plus vaste que celui des pensées. Dans le yoga, tout s'expérimente. La transmission yogique, bien qu'elle agisse systématiquement dès la première session, parfois il faut un petit peu de temps pour pouvoir en faire l'expérience de ses effets. Alors, des fois, c'est dès la première session, on en ressent les effets pendant la méditation ou bien même après la méditation, mais parfois ça prend un peu de temps. 3 sessions, 5 sessions, 10 sessions, 20 sessions. Il faut se donner un petit peu de temps parce que le cœur, pour pouvoir percevoir l'effet de la transmission, il faut que le cœur soit suffisamment sensitif. Donc il faut un petit peu de temps, parfois, se donner un petit peu de temps pour que le cœur développe cette sensitivité et, on va dire, puisse recevoir et bénéficier vraiment de l'effet de cette transmission, qui est vraiment un effet de catalyseur, d'absorption à l'intérieur de nous-mêmes. Passons maintenant à l'expérience de la méditation Heartfulness. Fermons les yeux tout doucement. Avant de commencer la méditation,
nous allons prendre conscience de notre météo intérieure. Sur 3 niveaux principalement. Nous portons notre attention sur le corps physique. Nous ressentons dans quel état se trouve notre corps physique. Il peut être détendu, il peut y avoir des zones de tension, des zones de relâchement, des douleurs. L'objectif est simplement de prendre conscience de l'état dans lequel se trouve notre corps physique. Maintenant, nous prenons conscience de notre état émotionnel. Dans quel état émotionnel nous nous trouvons, ici et maintenant? Nous pouvons être agités, apaisés, sereins, excités, tristes, joyeux. Il s'agit ici de simplement prendre conscience de notre état émotionnel. Troisième niveau, le cœur. Nous portons notre attention sur notre cœur et nous ressentons dans quel état il se trouve. C'est un état plus profond. Le cœur est-il fermé, ouvert? Est-il dans un état de joie? Nous allons commencer par une relaxation. Commencez par bouger vos orteils, tout doucement. Puis sentez l'énergie rentrer par la pointe des pieds. L'énergie remonte le long des mollets, des cuisses. Vos 2 jambes sont parfaitement détendues. Portez votre attention sur le bas du dos. Et sentez l'énergie remonter le long de la colonne vertébrale. Votre dos se détend. Votre dos est parfaitement détendu. Portez votre attention sur vos hanches, votre ventre, et remontez tout doucement vers votre poitrine. L'énergie vous détend totalement.
Portez votre attention désormais sur vos épaules. Vos épaules fondent totalement. Elles sont complètement relâchées. L'énergie circule désormais le long de vos bras. De vos avant-bras, dans vos mains, dans la paume de vos mains, le long de vos doigts, jusqu'au bout des doigts. Elle vous détend plus profondément. Vos bras et vos mains sont maintenant complètement détendus. Portez votre attention vers votre cou. Tous les muscles de votre cou se relâchent. Vous remontez vers votre menton, votre bouche, votre nez, vos joues, vos yeux, votre front, vos oreilles. Tout votre visage se détend. Votre visage est désormais parfaitement détendu. Jusqu'au sommet du crâne. Votre esprit se détend totalement. Tout votre corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de votre crâne, est désormais détendu. Et votre esprit est totalement relâché. Vous portez désormais attention sur votre cœur, vers cet espace intérieur, et vous vous posez là, tout doucement, progressivement. Vous ressentez votre cœur. Le battement tout doux de votre cœur.
vous suggérez désormais que la source de lumière se trouve à l'intérieur de votre cœur. Cette source de lumière illumine tout votre cœur. Cette source de lumière vous aspire vers l'intérieur. Dans les profondeurs de votre cœur. Cette source de lumière illumine tout votre cœur et vous attire de plus en plus profondément à l'intérieur de votre cœur. Si le flux des pensées vous dérange, vous perturbe, alors revenez à cette pensée, à cette suggestion que la source de lumière existe à l'intérieur de votre cœur, qu'elle illumine tout votre cœur et qu'elle vous attire à l'intérieur. Cette suggestion est votre guide, votre point de repère. Nous allons méditer ainsi pendant quelques minutes, silencieusement. Et je vous dirai c'est tout lorsque ce sera terminé.
C'est tout. Gardez les yeux un moment fermés. Et restez bien là, à l'intérieur de votre cœur. Lorsque vous êtes prêt, réouvrez tout doucement vos yeux en conservant votre attention sur le cœur.